Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République les responsables de 3 partis politiques, celui du MSP, du mouvement Al-Islah et du FFS. Un communiqué du Premier ministère annonce ce soir un prolongement du confinement partiel dans 19 wilayas de 22h à 5h du matin. À partir de demain 15 février, les restaurants et les cafés rouvrent leurs portes à la clientèle en veillant au respect des mesures sanitaires. Et puis enfin aussi, toutes les mosquées seront rouvertes avec un respect bien sûr minutieux des règles sanitaires. La célébration du 61e anniversaire des essais nucléaires français à Argan, on en parle ce soir, l'occasion pour se remémorer les sacrifices énormes, les hauts faits et la souffrance des enfants du peuple algérien. Une délégation ministérielle s'est rendue sur place pour marquer l'événement et évoquer dans les faits la situation des populations durement touchées par cette catastrophe écologique. L'actualité marquée aussi par la reddition de ce terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur. Il s'est rendu aux autorités militaires de Bourj Badji Mokhtar en 6e région militaire. On en parlera en détail également dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu donc aujourd'hui au siège de la présidence de la République les responsables de plusieurs partis politiques. D'abord le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Makri. Voilà donc pour cette audience accordée par le chef de l'État. Et à l'issue de cette rencontre, le président du MSP a fait une déclaration au sortir de cette audience. Je vous invite à l'écouter dans un instant. التقينا اليوم مع السيد رئيس الجمهورية وحمدنا له السلامة يعني على رجوعه إن شاء الله يعني بالعافية للبلد يعني. Je me suis entretenu avec le président de la République à qui j'ai transmis mes félicitations pour son retour au pays et pour son rétablissement. J'ai échangé avec Monsieur le Président sur la situation du pays sur les plans politiques, économiques, et nous avons exposé notre vision et celle de nos partenaires politiques en ce qui peut servir notre pays, ce qui peut contribuer à instaurer la stabilité du pays et assurer la prospérité et la dignité aux Algériens. Nous avons également discuté des dangers qui menacent le pays et nous affirmons rester tous unis pour contrer tous les dangers extérieurs. Nous restons unanimes concernant ces menaces extérieures, que ce soit du point de vue de nos opinions ou du point de vue politique. Nous réitérons au président de la République nos vœux de santé et de réussite, car sa réussite en tant que président de la République est celle de tout un pays. Ce qui intéresse le mouvement de la Société pour la paix, de créer un environnement politique, économique et social à même d'assurer aux Algériens la sérénité et la sécurité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par ailleurs reçu également au siège de la présidence le président du mouvement Al-Islah, Fil El-Erouini. Et à l'issue de cette audience, Fil El-Erouini a fait cette déclaration. بسم الله الرحمن الرحيم. حظيت اليوم باستقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية اللي عبرنا له في البداية عن ارتياحنا وهنيناه. J'ai eu l'occasion d'être accueilli par le président de la République à qui nous avons tout d'abord exprimé notre soulagement concernant son rétablissement, qu'Allah guérisse tous les malades. Nous avons par la suite écouté une présentation du président de la République autour des conditions générales du pays, que ce soit des dossiers politiques, économiques et sociaux. Nous avons observé une réelle volonté de trouver un consensus dans tous ces dossiers. Nous voudrons rassurer les Algériennes et les Algériens que le président de la République
République est au courant de tous les projets qui ont été réalisés et ceux qui sont toujours en cours de réalisation et même les quelques dysfonctionnements qui ont été enregistrés. Il y a une grande volonté politique de la part du chef de l'État pour traiter toutes les suggestions enregistrées à tous les niveaux. Concernant le dossier politique, nous avons abordé le sujet de la loi électorale qui posera les fondations d'un renouvellement des conseils élus et surtout de l'Assemblée populaire nationale. À cet effet, nous avons exprimé notre souhait au chef de l'État de voir l'avènement d'une Assemblée forte d'une légitimité populaire et nous avons passé en revue d'autres points qui relèvent de la situation sociale des Algériens et des Algériennes. لمسنا أيضا أنه سيعالج في يعني القريب العاجل. Et puis le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également au siège de la présidence une délégation du Front des forces socialistes, le FFS. La délégation était représentée par le premier secrétaire général, Youssef Aouchiche, ainsi que le membre de l'instance présidentielle du FFS, Hakim Belhsella. Et au sortir de cette audience, le premier secrétaire général du FFS, Youssef Aouchiche, a fait cette déclaration. السلام عليكم. التقى اليوم وفد من جبهة القوى الاشتراكية مكون من السيد حكيم بلعسل عضو الهيئة الرئاسية للحزب. Aujourd'hui, le président de la République s'est entretenu avec une délégation du FFS composée du membre de l'instance présidentielle du parti du FFS, Hakim Belhsel, et du premier secrétaire général du parti, Youssef Aouchiche. Lors de cet entretien, nous avons appelé le président de la République à l'impératif de prendre des mesures politiques fortes, à même de regagner la confiance des Algériens et à prouver une réelle volonté politique à réaliser le changement escompté. Parmi ces mesures, nous citons la libération des détenus d'opinion, l'ouverture des champs politiques et médiatiques et la levée de tous les verrous sur l'exercice des libertés individuelles et collectives, mais aussi la protection des droits de l'homme et l'arrêt du harcèlement mené contre les militants et les activistes politiques, que ce soit du mouvement associatif ou des syndicats. Nous avons exprimé au président de la République notre conviction que seul un dialogue politique sérieux, responsable et transparent visant à créer un consensus national et à même de consolider le front interne et de mettre en échec toute tentative étrangère ou interne portant atteinte à l'unité nationale du pays. Il permet également à faire face aux défis économiques, sociaux et financiers auxquels est confronté le pays. Dans ce contexte, nous avons exposé les grandes lignes de notre initiative politique consistant en l'organisation d'une convention nationale visant à unir toutes les forces politiques de la nation et instaurer les bases de l'éthique et de politique en vue d'instaurer le changement escompté, de fonder l'état de droit et de démocratie. Dans un monde marqué par des perturbations, nous avons rappelé l'impératif de mettre en place une stratégie prospective en vue de répondre aux attentes de la démocratie pour notre peuple à travers la mobilisation de l'élite du pays en vue d'élaborer un véritable projet de développement à même de sortir l'Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures. Nous avons également mis en garde contre une autre réticence populaire au cas où les revendications populaires ne soient pas prises en compte, et ce, à travers l'amorce d'un processus politique et un dialogue exhaustif avec des mesures de concertation palpables. Dans l'actualité également, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé de nouvelles mesures au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, soutenu par la démarche basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité engagée par les pouvoirs publics et s'inscrivant toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus. Ces mesures visent à ajuster le dispositif de protection et de prévention en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Ces mesures se déclinent comme suit.
Premièrement, en matière de confinement partiel à domicile, les mesures de confinement partiel à domicile seront réaménagées et prorogées pendant une durée de 15 jours comme suit. La mesure de confinement partiel à domicile de 22 h jusqu'au lendemain 5 h du matin est applicable dans les 19 wilayas suivantes. Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostagadem, Sila, Oran, Boumertes, Ataraf, Tissemsilt, Ain Timouchent et Rolizan. Ne sont pas concernés par les mesures de confinement à domicile les 29 wilayas suivantes: Adrar, Chlef, Larouat, Oumoul-Bouagui, Bjaya, Béchar, Tamarasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Galma, Médéa, Mascara, Ouergla, Al-Bayed, Ilizi, Borj Bouaririj, Tindouf, El-Oued, Khanchla, Soukahra, Stipaza, Mila, Ain Defla, Naama et enfin Ghardaya. Ces mesures de confinement sont applicables à partir de demain, 15 février. Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qui exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Deuxièmement, en matière d'activité sociale et économique, la levée partielle de la mesure de fermeture des marchés de vente des véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national. L'ouverture des marchés de vente des véhicules d'occasion sera autorisée tous les 15 jours et soumise aux mesures applicables au marché ordinaire et au marché hebdomadaire se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection sanitaire, ainsi que de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. La levée de la mesure de limitation du temps d'activité à 21 h concernant les établissements exerçant les activités suivantes: le commerce des appareils électroménagers, le commerce d'articles ménagers et de décoration, le commerce de literie et tissus d'ameublement, le commerce d'articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les lieux de concentration de commerce, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés, restaurations et fast-food. Notez également cette nouveauté dans ce communiqué: la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement. Cette mesure demeure soumise néanmoins au dispositif préventif d'accompagnement devant être mis en place par les commerçants concernés, comprenant notamment l'organisation des accès et le respect de l'espacement et la distanciation physique, tout en limitant le nombre de personnes à 50% des capacités d'accueil. L'obligation du port du masque de protection, l'affichage des mesures barrières et de prévention, l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à la disposition des usagers et des clients des produits désinfectants, notamment le gel hydroalcoolique, et puis le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux et des lieux. La responsabilité des gérants des établissements est également tenue sous leur responsabilité d'appliquer et de faire respecter les règles d'hygiène et des mesures de prévention et de protection, ainsi que les protocoles sanitaires édictés par les pouvoirs publics en la matière. Toutefois, les walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Et puis notez également l'ouverture progressive et contrôlée des stations thermales et des centres de thalassothérapie, à l'exception des bains collectifs, et ce à travers les protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. La reprise également de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes, et ce dans le respect des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Alors il y a lieu de rappeler aussi que l'activité d'hébergement demeure limitée à 50% des capacités d'accueil. L'activité des dortoirs est également autorisée à la limite des 50% des capacités d'accueil dans le strict respect des mesures de prévention et de protection sanitaire. Les inspections inopinées pour s'assurer de l'observation de dispositifs mis en place seront menées par les services de contrôle habilités qui pourront,
procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Les responsables des gérants de ces établissements sont également tenus sous leur responsabilité d'appliquer et de faire respecter les règles d'hygiène et les mesures de prévention et de protection ainsi que les protocoles sanitaires édictés par les pouvoirs publics en la matière. La prorogation aussi des mesures applicables au marché ordinaire et au marché hebdomadaire se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection sanitaire ainsi que de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Troisième point abordé également, les mosquées. Alors, il est procédé à l'ouverture de l'ensemble des mosquées sur le territoire national et ce, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du coronavirus, notamment le dispositif préventif d'accompagnement mis en place pour les mosquées, comprenant notamment l'interdiction d'accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes présentant une vulnérabilité sanitaire. La fermeture des lieux d'ablution et le port obligatoire du masque de protection et l'utilisation du tapis de prière personnel. Le respect de la distanciation physique entre les fidèles d'au moins 1,5 m, l'affichage des mesures barrières et de prévention, l'organisation des accès de façon à respecter l'espacement et la distance physique ainsi que l'aménagement de l'entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation pour éviter le croisement des fidèles. Et puis la mise à la disposition des fidèles du gel hydroalcoolique, l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs, et puis l'aération est également naturelle et la désinfection régulière des mosquées. L'ouverture programmée des mosquées doit se faire sous le contrôle et la supervision des directions de wilaya, des affaires religieuses et des waqf à travers les fonctionnaires de la mosquée et les comités de mosquée, et ce en étroite coordination avec les services de la protection civile et des assemblées populaires communales et le concours des comités de quartier et du mouvement associatif local. Les walis peuvent également prendre des mesures de prévention et de protection en tant que de besoin par arrêté et procéder à des inspections inopinées pour s'assurer de l'observation du dispositif mis en place. Ils pourront toutefois procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Pour ce qui est de Jama al-Jazair, celui-ci continue d'accueillir les fidèles pour les 5 prières uniquement. Et puis quatrièmement, s'agissant des regroupements et rassemblements publics, la prorogation de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision et d'autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières. La prorogation également de la mesure d'interdiction qui concerne les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions. Et puis les walis veilleront au respect de cette mesure, de cette interdiction et de l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants, ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Et puis enfin, le gouvernement réitère ses appels en direction des citoyens afin de poursuivre leur mobilisation et la discipline et renforcer surtout les mesures de prudence pour lutter contre la propagation de cette épidémie et relever ce défi sanitaire en respectant toujours les mesures barrières préconisées telles que la distanciation physique, le port du masque obligatoire et le lavage fréquent des mains. Voilà donc pour ce communiqué qui nous est parvenu ce soir bien sûr des services du Premier ministère. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum s'est entretenu ce dimanche au téléphone avec le nouvel ambassadeur, ou plutôt le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Yann Kubis, du processus politique onusien pour la résolution de la crise libyenne. Les voies de relance du processus politique pour la résolution de la crise libyenne et le rôle de l'Algérie et des pays voisins dans le soutien de ces efforts pour la préservation de l'unité et de la souveraineté de ce pays frère, loin des ingérences étrangères, ont été au centre de cet entretien, a tweeté le ministre des Affaires étrangères. Et puis, comme je l'ai annoncé en titre, un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur s'est rendu hier aux autorités militaires de Borj Beji Mourtar,
en 6e région militaire. C'est ce qu'indique ce dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. Alors il s'agit du dénommé Abdoukel Mahfoud, dit Ahmed, et qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions, ajoute encore le communiqué du MDM. La célébration du 61e anniversaire des essais nucléaires français à Arguen, l'occasion pour nous ce soir de nous remémorer les sacrifices énormes, les hauts faits et la souffrance des peuples, des enfants du peuple algérien. C'est également une opportunité d'évoquer la souffrance des habitants suite à ce crime moral, physique et économique. Une délégation ministérielle s'est rendue sur place pour marquer l'événement et évoquer dans les faits la situation des populations durement touchées par cette catastrophe écologique. Nekhla Al-Arabi. Le 61e anniversaire du sinistre 13 février 1960, coïncidant avec le premier essai nucléaire français en Algérie, a été célébré à Arguen en présence d'une importante délégation ministérielle, dont le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des Endroits et des membres de la famille révolutionnaire. À travers ces haltes commémoratives, nos valeureux martyrs nous ont légué un héritage de valeurs et de principes nationaux desquels s'inspireront les générations futures. La politique nucléaire coloniale dans le Sahara algérien et ses conséquences a été le thème d'une rencontre nationale animée par des experts et des enseignants universitaires, appuyée par un documentaire sur les essais nucléaires français en Algérie. Dans le cadre de l'Algérie nouvelle, le ministère délégué chargé de l'environnement saharien va procéder au suivi de l'enlèvement des déchets nucléaires qui constituent un risque pour la santé et l'environnement. Nous avons donné des instructions au cours de l'année écoulée pour la révision du taux d'handicap de ces victimes et l'augmentation de la pension de nuisance de 4 000 dinars à 10 000 dinars. La rencontre organisée par le ministère de Moudjahidine va permettre d'aborder ce sujet en profondeur au plan technique, historique et sanitaire. Et à ce propos, justement, la France ne semble toujours pas décidée à restituer les archives militaires concernant les essais nucléaires menés dans le Sahara algérien pendant la période coloniale. Des documents cruciaux, notamment pour ce qui est de la reconnaissance de ce génocide et de l'indemnisation des victimes. Moi, la question des archives militaires, parce que ce sont des archives différentes. Vous savez que l'an dernier, à 7h04, nous avons assisté à la fin du délai du secret défense. Et donc, Sarkozy, eh bien, il a rendu en 2018 incommunicable le dossier du nucléaire. Donc, d'un côté, vous avez la loi qui lève le secret défense en 2020, et d'un autre côté, vous avez cette loi de Sarkozy qui continue à exister et qui freine la levée effective de ces archives. 61 ans après Gerboise Bleue, le dossier des essais nucléaires français en Algérie ne saurait être clos. Bien au contraire, il est plus que jamais d'actualité, notamment après l'entrée en vigueur le 22 janvier dernier du traité de l'interdiction des armes nucléaires, adopté à l'ONU en 2017. La délégation ministérielle s'est rendue toujours à Arguen, donc au point zéro, où les premières explosions ont eu lieu dans la région d'El Hamoudia. Fatma Zohra Ben Farjallah, le récit de Naïma Chekchek. Nous sommes au cœur du point zéro, celui de l'explosion le 13 février 1960 de la première bombe atomique française, Gerboise Bleue, qui permet alors à la France de devenir la 4e puissance nucléaire. Hamoudia à Arguen. Ce sont au total 4 tristes essais nucléaires aériens qui sont effectués, souillant ainsi pour des milliers d'années le noble désert du Tanazrouft. Mais pas seulement. Pour la première fois, une délégation ministérielle s'est rendue sur le lieu afin de se mettre au fait de l'importance des radiations. Une opération de quadrillage en barbelé du périmètre irradié est entamée et en passe d'être achevée. تجارب نووية المنطقة التي بها الإشعاع إن شاء الله سيتم إتمام الشطر المتبقي من السياج. Depuis ce lieu, nous réaffirmons la position constante de l'Algérie
Quant aux crimes coloniaux, nous nous solidarisons avec tous ceux qui souffrent des effets de ces essais nucléaires et veillons aux réparations nécessaires. Une opération importante à court en faveur des habitants touchés par les essais nucléaires. Le ministère des Moudjahidines veille aussi à apporter toute la lumière sur l'ampleur et les résultats de ces essais nucléaires. Alors, nous venons de voir ce qui s'est passé à Argan, mais il faut savoir qu'en Algérie, d'autres régions ont été également touchées par ces essais néfastes. On citera par exemple l'Ineker à Tamanrasset, qui a vécu cette catastrophe de 1961 à 1966, 5 années d'essais nucléaires. Les répercussions sont catastrophiques pour l'homme et pour l'environnement. Naïma Chakchak. Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu la minute solennelle de la première explosion atomique française. C'était en Algérie, à 40 km au sud d'Argan, dans l'extrême sud-ouest du pays. Nous étions le 13 février 1960. Avec ce premier tir nucléaire français dénommé Gerboise bleue, la France vient de commettre l'irréparable en Algérie. Un irréparable dont les effets désastreux se vivent jusqu'alors. Les radiations sur le milieu saharien et leurs innombrables effets sur la santé de l'homme et du milieu naturel agissent toujours. Et le sinistre 13 février 1960 ne fut que le prélude à une série d'autres essais à Argan toujours, puis dans le Hogar à Ineker plus exactement. Essais qui signeront la volonté de De Gaulle de faire à tout prix de la France une puissance nucléaire au détriment des peuples et d'abord au détriment du peuple algérien, de sa frange saharienne qui pâtit toujours des conséquences de cet acte irresponsable. أمراض شتى دي كومبليكاسيون ريسبيراتوار كما نقولوا دي زاسماتيك اللي هي يعني تكريات دي زاسماتيك ناس يعني ما كان يقبضهم لازم كاع ولا يقبضهم من ديك الغبره ومن داك فهمت وما عرفنا لا الراديو اكتيفيتي ولا كيف صار دي كونسير دي فوا دي كونسير بولمونير دي كونسير غاستريك دي كونسير دي سان هذه كونسير هذه الوان لي كونسير اللي ظهرت من بعد القنبله هذا في الناس لي كيراتيت في العينين لا كاتاراكت لي زافيكل كاينين صبيان خرجوا افيك كاينين افيكل واحده ومازال كاين منها موجوده هنا في رقه فهمت تفيكل لم بعد اكسبليزيون دي بريماتيري الناس اللي تخلق مشوهه راس كبير والجسد صغير الراس صغير والجسد كبير. Que ce soit sous forme de la radioactivité ou que ce soit des rayons X, il existe, si vous voulez, un effet immédiat et direct de ces éléments sur le corps humain. C'est ce qu'on appelle la maladie des rayons, et ça dépend de la dose. Tout le problème de la radioactivité, c'est qu'elle peut donner des effets retardés 10, 20, 30, 40 ans après. Et ces données-là, qu'on appelle les phénomènes radio-induits, peuvent, depuis l'affaire du suivi de la population d'Hiroshima et Nagasaki, c'est dans ces effets-là, des effets stochastiques, c'est-à-dire pas constants et pas liés à la dose, que se recrutent les cancers, les leucémies et d'autres maladies. La puissance de la bombe à Argan était 4 fois plus grande que la bombe d'Hiroshima. Les affres du sinistre CSEM, Centre saharien d'expérimentation militaire, sont à méditer. Au total, la France opéra 17 essais nucléaires dans notre Sahara entre 1960 et 1966. 4 à Argan, 13 dans le Hogar. Le combat contre les effets des essais nucléaires français et leur impact sur la santé des habitants de Argan et du Hogar, qui se transmettront de génération en génération, a été celui de la LAD, la Ligue algérienne des droits de l'homme, celui d'associations constituées à Argan et à Tamanrasset. Mais jusqu'alors, la France demeure sourde à la requête de réparation du grand mal.
C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, vous aurez rendez-vous tout à l'heure avec la nouvelle émission Écho des aides qui se penche ce soir sur le développement des zones d'ombre dans la wilaya de Djelfa. L'émission est à prévoir juste après le journal de 20h. Elle vous sera présentée par Monela Aracha. C'est la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.